L'heure est grave, Paul Biya sur le point d'être évacué. Le 20 mai 2026. Palais de l'Unité. Yaoundé. Des centaines d'invités en tenue d'apparat. Des uniformes chamarrés. Des verres qui teintent. La République célèbre. Les caméras de la CRTV tournent. Tout semble parfait. Tout semble sous contrôle. Et puis, en une fraction de seconde, quelque chose se passe. Quelque chose que personne n'aurait dû voir. Quelque chose que le pouvoir a immédiatement cherché à effacer. À étouffer. À faire disparaître comme si ça n'avait jamais existé. Ce soir-là, selon plusieurs sources concordantes, Paul Biya s'est effondré. Dans la salle. Devant tout le monde. Et depuis cette nuit-là, rien n'est plus tout à fait comme avant. Nous sommes le 7 juin 2026. Et aujourd'hui, selon des informations qui circulent avec une insistance troublante, le président camerounais serait sur le point de quitter le territoire national à bord d'un avion médicalisé. Direction Genève. Direction une clinique suisse. En urgence. Dans le secret. Ce qui se passe en ce moment au Cameroun va bien au-delà d'un simple déplacement à l'étranger. Il s'agit, selon plusieurs lanceurs d'alerte et analystes, d'une évacuation sanitaire. D'une course contre la montre. D'une décision arrachée à un homme qui, jusqu'au bout, selon ses sources, a refusé de partir. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer votre façon de comprendre le Cameroun. Et peut-être même, l'Afrique. Partie 1, contexte fait le soir où le palais a tremblé. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Pas des décennies. Juste quelques semaines. Le 20 mai 2026. Fête nationale de l'unité. Comme chaque année depuis des décennies, le Cameroun se met en scène. Défilé militaire. Discours solennel. Drapeau au vent. Le rituel immuable d'une république qui a élevé la mise en scène au rang d'institution. Au palais de l'Unité, la réception du soir est un moment solennel. Les ambassadeurs sont là. Les membres du gouvernement sont là. Les dignitaires du RDPC, le parti au pouvoir, sont là. Et Paul Biya, 93 ans selon l'état civil officiel, un âge que certaines sources contestent d'ailleurs depuis des années, Paul Biya est là aussi. Comme toujours. Debout. Souriant. Invincible. C'est du moins ce que l'image officielle veut montrer. Mais ce soir-là, selon plusieurs témoins dont les récits ont été relayés par des journalistes indépendants et des lanceurs d'alerte, le rideau s'est déchiré. Brutalement. Selon ces sources, le président de la République a subi un malaise au cours de la réception. Un malaise grave. Une chute lourde. Dans une salle remplie d'invités médusés, qui n'en croyaient pas leurs yeux. Et là, en quelques secondes, une mécanique parfaitement huilée s'est enclenchée. La direction de la sécurité présidentielle, la DSP, a réagi avec une précision militaire. Un cordon de sécurité s'est formé autour du chef de l'État en un instant. Les médecins du palais ont pris en charge le président en urgence absolue. Le périmètre a été verrouillé. Les téléphones rangés. Les regards détournés. Mais ce n'est pas tout. Dans le même temps, selon des informations concordantes, Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence, l'homme le plus puissant dans l'ombre du trône, aurait immédiatement exigé l'omerta totale. Les invités auraient été sommés de se taire. Sous peine de sanctions. Lourdes. Le message était clair, ce que vous venez de voir, vous ne l'avez pas vu. Et comme si ça ne suffisait pas, la CRTV, la télévision nationale, la voix officielle du régime aurait coupé le signal de sa retransmission en différé. Au même moment. Comme par réflexe. Comme si quelqu'un, quelque part, avait les doigts en permanence sur le bouton d'urgence. Et pour tenir la salle, pour maintenir l'illusion, c'est Chantal Biya, la première dame elle-même, qui se serait retrouvée à jouer les maîtresses de cérémonie de l'urgence. En exhortant les invités à continuer la fête. À danser. À sourire. À faire semblant. Pendant que quelque chose d'inédit venait peut-être de se produire dans l'histoire du Cameroun moderne. Depuis ce 20 mai, Paul Biya n'a plus fait d'apparition publique significative. Et cette absence, dans un pays où le chef de l'État est l'alpha et l'oméga de la vie politique, où sa simple présence physique est un acte de gouvernance, cette absence parle. Elle crie, même. Sans prononcer un seul mot. Mais attendez.
On n'est pas encore arrivé au cœur du sujet. Partie 2, le conflit, l'homme qui ne voulait pas partir. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. 43 ans. 43 ans à la tête d'un pays de plus de 28 millions d'habitants. Un record absolu. Un record qui, selon plusieurs observateurs internationaux, n'est pas un titre de gloire, mais une anomalie historique. Une anomalie que le temps, inexorablement, est en train de corriger. À 93 ans, Paul Biya est aujourd'hui le chef d'État en exercice le plus âgé du monde. Plus âgé que certains États africains eux-mêmes. Et depuis plusieurs années, les questions sur son état de santé réel reviennent avec une insistance croissante. Des séjours prolongés en Suisse. Des absences inexpliquées. Des apparitions publiques de plus en plus rares, de plus en plus courtes, de plus en plus millimétrées. Mais cette fois, quelque chose semble différent. Quelque chose a changé. Selon Paul Chouta, journaliste et lanceur d'alerte reconnu pour ses informations sur le cercle présidentiel camerounais, la situation serait désormais critique. Selon lui, le président ferait face à des problèmes de santé persistants depuis le malaise du 20 mai. Un état qui ne se serait pas amélioré. Un état qui aurait finalement contraint son entourage proche à prendre une décision que tout le monde, dans les couloirs du palais, redoutait depuis des semaines, organiser l'évacuation. Et ici, il faut s'arrêter sur un détail qui change tout. D'après ces informations, ce voyage prévu ce dimanche 7 juin 2026 n'est pas le premier essai. Il aurait déjà failli avoir lieu plusieurs fois. Plusieurs tentatives. Plusieurs préparatifs. Plusieurs dispositifs mis en place. Et à chaque fois, selon les mêmes sources, annulés. Avortés. Repoussés. Pourquoi? Parce que Paul Biya aurait refusé de partir. Non pas par attachement à son pays, non pas par sens du devoir. Mais par peur. Par peur d'un coup d'État en son absence. Laissez cette information s'installer une seconde. Un homme qui a verrouillé tous les leviers du pouvoir pendant 43 ans. Un homme qui a éliminé, marginalisé, emprisonné ou neutralisé tous ceux qui auraient pu lui faire de l'ombre. Un homme qui a construit son règne sur la méfiance systématique, sur le cloisonnement des centres de décision, sur la règle du diviser pour régner. Cet homme-là tremble à l'idée de quitter son territoire, même pour aller se soigner. Parce qu'au fond, il sait. Il sait que le pouvoir, dans ce pays, n'appartient pas à une institution. Il appartient à une présence physique. À un corps. À un regard. Et quand ce corps s'éloigne, le château de cartes qu'il a mis 43 ans à construire devient soudainement très, très fragile. Mais il y a une autre tension, encore plus profonde, qui travaille les entrailles du régime depuis des semaines. Depuis le malaise du 20 mai, selon des sources internes rapportées par plusieurs observateurs, deux logiques s'affrontent au sein du cercle présidentiel. D'un côté, les proches médicaux et familiaux, qui savent que l'état du président exige des soins urgents que le Cameroun ne peut pas fournir. De l'autre, les conseillers politiques et sécuritaires, qui savent que chaque heure d'absence du chef de l'État est une heure de vulnérabilité pour le système tout entier. Entre ces deux camps, un homme se retrouve à l'épicentre, Ngo. Le secrétaire général de la présidence. Celui qui, depuis des années, gère les absences du président, signe les décrets, oriente les nominations. Celui que beaucoup au Cameroun appellent, dans les conversations à voix basse, le président de l'ombre. Et dans ce contexte de tension maximale, d'après les informations disponibles, c'est finalement la nécessité médicale qui aurait eu le dernier mot. Le dispositif serait en place. L'avion médicalisé serait prêt. Et Paul Biya, à contre-cœur selon certaines sources, serait sur le point de quitter le sol camerounais. Mais ce que ce départ révèle sur le système va bien au-delà de la santé d'un seul homme. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Partie 3, révélation et décryptage, ce que les images ne montrent pas. Il existe, dans le Cameroun de Biya, une règle non écrite mais absolue. Une ligne rouge que personne dans le cercle du pouvoir n'ose franchir. Cette règle tient en une phrase, on ne parle pas de la santé du président. C'est un tabou d'État. Une frontière sacrée. Et pourtant, depuis des mois, des années, certains signaux visibles, documentés, publics ont échappé au contrôle de la communication présidentielle. Depuis plusieurs mois, des observateurs camerounais et étrangers ont minutieusement catalogué des changements dans les rares apparitions du président. Une démarche de plus en plus hésitante. Un regard parfois absent. Des discours lus avec une lenteur inhabituelle, parfois avec des hésitations.
Et surtout, selon certaines sources proches du palais dont les témoignages ont été rapportés par plusieurs médias indépendants, Paul Biya porterait désormais des chaussures orthopédiques spéciales, certaines sources évoquent même des prothèses, pour maintenir une posture verticale lors de ses apparitions publiques. Ce détail, en apparence anodin, est d'une portée symbolique immense. Dans un pays où l'image du président est une religion d'État. Où chaque photo officielle est scrutée, validée, cadrée au millimètre. Où chaque apparition est mise en scène comme un tableau vivant de la puissance. Le fait que le président ait besoin d'aide technique pour se tenir debout est une information d'une gravité politique considérable. Mais il y a plus. Il y a la question des séjours suisses. Depuis des décennies, Paul Biya passe de longues périodes à Genève, à l'hôtel intercontinental réservé à l'année pour un coût que les contribuables camerounais financent en silence, sans jamais en connaître le montant exact. Ces séjours ont toujours été présentés comme des vacances ou des consultations médicales de routine. Mais la fréquence, la durée et la discrétion croissante de ces voyages ont alimenté, année après année, des spéculations de plus en plus sérieuses sur la réalité de l'état de santé du chef de l'État. Et aujourd'hui, selon les informations disponibles, ce serait non plus un hôtel mais une clinique à Genève qui serait la destination de ce nouveau déplacement. Ce glissement, subtil mais absolument décisif, marque une rupture nette. On ne parle plus de confort. On ne parle plus de routine. On parle de soins intensifs. De médecins spécialistes. D'équipements que Yaoundé ne peut pas offrir. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un autre élément dans cette histoire qui mérite toute notre attention. D'après les informations rapportées par Paul Chouta, le dispositif logistique pour cette évacuation serait déjà entièrement en place à Yaoundé. Un avion médicalisé. Une équipe médicale de bord. Un protocole de sécurité renforcé. Tout serait prêt. Tout attendrait le signal du départ. Ce niveau de préparation ne s'improvise pas en une nuit. Il ne correspond en rien à un voyage diplomatique ordinaire. Il correspond à une urgence planifiée. À une opération médicale habillée en déplacement présidentiel, organisée dans le plus grand secret par un système qui a toujours fait de l'opacité sa première et dernière ligne de défense. Et pendant que tout ce dispositif se met en place dans les coulisses, que se passe-t-il à l'extérieur? Qu'est-ce que le Camerounais ordinaire voit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Rien. Le silence officiel reste total. Aucun communiqué. Aucune déclaration. La machine de l'omerta tourne à plein régime. Comme si de rien n'était. Comme si le pays était gouverné normalement. Comme si le capitaine était bel et bien aux commandes. C'est précisément ce gouffre entre la réalité des coulisses et le mensonge de façade qui constitue peut-être la révélation la plus importante de toute cette affaire. Et c'est exactement ce que nous allons décortiquer maintenant. Partie 4, analyse satirique approfondie, la République des apparences et ses habits neufs. Prenons un peu de recul. Et regardons ce tableau avec les yeux d'un Camerounais qui a appris, depuis l'enfance, à lire entre les lignes. À décoder les silences. À interpréter les coupures de signal. Au Cameroun, il y a une expression populaire que les anciens connaissent bien, quand le chef tousse, tout le pays dit qu'il fait beau. C'est une image. C'est aussi une réalité politique vécue au quotidien depuis plus de 4 décennies. Parce que dans ce pays, la vérité officielle et la réalité vécue ont toujours été 2 pays différents, séparés par une frontière que personne n'a le droit de traverser sans autorisation. Le 20 mai 2026, des millions de Camerounais ont allumé leur télévision. Ils ont vu des défilés. Entendu des discours. Consommé l'image d'une nation unie, forte, triomphante. Et pendant ce temps, au Palais de l'Unité, selon les informations qui circulent avec insistance, leur président s'effondrait. La CRTV a coupé le signal. Ngo a exigé le silence. Chantal Biya a demandé à tout le monde de continuer à danser. Et le Cameroun a continué à danser. Admirez le tableau. C'est presque du génie, dans son absurdité. Mais voici ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une bavure. Ce n'est pas une improvisation. C'est un système. Un système rodé, huilé, parfaitement fonctionnel dans sa logique de gestion ou plutôt de suppression de l'information. Depuis 1982, la communication présidentielle camerounaise n'a jamais eu pour objectif d'informer les citoyens. Son seul et unique objectif a toujours été de produire des images de puissance. De maintenir l'illusion d'un État fort autour d'un homme fort. De fabriquer,
jour après jour, le mythe de l'invincibilité. Et pendant des décennies, ça a fonctionné. Parce que l'information circulait lentement. Parce que les médias indépendants étaient rares et souvent muselés. Parce que la peur du pouvoir était un régulateur social redoutablement efficace. Mais voilà le paradoxe fondamental, et il est savoureux, plus on cache, plus la rumeur grossit. Plus on contrôle, moins on est crédible. Et en 2026, avec les réseaux sociaux, avec les lanceurs d'alerte, avec la diaspora camerounaise hyperconnectée depuis Paris, Bruxelles, New York ou Montréal, avec WhatsApp qui transporte les informations plus vite que n'importe quel décret présidentiel, le vieux modèle du secret absolu s'est transformé en passoire. On coupe le signal de la CRTV? La vidéo est sur Twitter 30 secondes plus tard. On exige l'omerta dans la salle? Quelqu'un a déjà envoyé un message vocal à sa cousine à Douala. On diffuse un communiqué de la présidence qui dit que tout va bien? Les gens lisent entre les lignes et savent que c'est précisément parce que ça ne va pas qu'on dit que ça va. Le système a construit une forteresse de silence. Mais il a oublié de construire les murs numériques. Et maintenant, allons plus loin. Parce que derrière cette comédie de l'apparence, il y a une tragédie réelle. Et elle concerne chaque Camerounais. Regardons les faits d'en face. Pendant que le dispositif se met en place pour évacuer le président vers une clinique suisse en avion médicalisé, avec tout le protocole, toute la logistique, tout le coût que cela représente, des millions de Camerounais n'ont pas accès à un dispensaire décent. Des femmes meurent en accouchant dans des hôpitaux sans médicaments de base. Des enfants grandissent dans des régions ravagées par un conflit armé, le nord-ouest, le sud-ouest, sans école, sans État, sans protection. Des malades font des centaines de kilomètres pour trouver un scanner qui fonctionne. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est pas de la violence. C'est un constat arithmétique. Et il est brutal. Un État qui peut mobiliser toute sa logistique, tout son appareil, toute sa discrétion pour soigner un seul homme à l'étranger, mais qui ne peut pas garantir une prise en charge médicale minimale à ses propres citoyens, cet État-là a un problème de priorité. Un problème de valeur. Un problème fondamental dans sa définition même de ce qu'est une république. Mais restons dans la satire, parce qu'il y a encore mieux. Pensez-y, Paul Biya a passé 43 ans à construire un système politique dont il est absolument, irrémédiablement, le centre de gravité. Il n'y a pas de Cameroun politique sans Biya. Il n'y a pas de RDPC sans Biya. Il n'y a pas de gouvernement sans Biya. Les ministres ne décident pas. Les directeurs généraux ne décident pas. Les gouverneurs ne décident pas. Tout remonte. Tout attend. Tout dépend d'un seul homme. Et maintenant, cet homme-là est malade. Et ce système qu'il a construit, ce système magnifiquement centralisé, magnifiquement verrouillé, se retrouve soudainement sans pilote. C'est le piège classique du despotisme éclairé, version africaine. On construit une forteresse. On en devient le seul gardien. On élimine méthodiquement tous ceux qui auraient pu apprendre à tenir les murs à votre place. Et quand le gardien commence à vaciller, la forteresse ne sait pas quoi faire d'elle-même. Parce qu'on avait prévu tout. Les décrets. Les nominations. Les équilibres régionaux. Les récompenses pour les fidèles. Les punitions pour les rebelles. Mais on n'avait pas prévu le temps. On n'avait pas prévu l'âge. On n'avait pas prévu qu'un jour, le corps dirait non. Et le corps a dit non. Il y a quelque chose de presque shakespearien là-dedans. Le roi vieillissant, au sommet de sa puissance formelle, réduit à la fragilité d'un corps qui ne lui obéit plus. Entouré de courtisans qui murmurent plutôt que de parler. Cerné de fidèles qui calculent plutôt que de conseiller. Dans un palais magnifique, au-dessus d'un pays immense, seul face à sa propre finitude. La satire camerounaise, dans toute sa profondeur, n'aurait pas pu écrire meilleur scénario. Et il y a encore une dernière couche d'ironie qu'il faut savourer avant de conclure. Paul Biya, l'homme qui a refusé de partir en Suisse par peur d'un coup d'État, est en réalité lui-même arrivé au pouvoir dans des circonstances que l'histoire officielle a toujours soigneusement édulcorées. En 1982, après la démission d'Ahidjo. Et depuis, il a passé 43 ans à s'assurer que personne ne lui ferait jamais ce qu'Ahidjo avait tenté de lui faire depuis son exil. À verrouiller. À contrôler. À neutraliser. Et aujourd'hui, c'est précisément cette obsession, cette peur viscérale, permanente, chevillée au corps, qui a failli lui coûter la santé en retardant des soins peut-être urgents. La peur du coup d'État a retardé les soins. Les soins retardés ont aggravé l'état.
Et l'état aggravé oblige maintenant à un départ précipité, un départ qui ressemble, de l'extérieur, à exactement ce qu'il redoutait. Un roi qui quitte son trône. On ne peut pas inventer ça. L'histoire, parfois, écrit ses propres satiristes. Conclusion, l'après comme question. Voilà où nous en sommes. Le 7 juin 2026. Un avion médicalisé en attente, selon des informations non officielles mais concordantes. Une clinique à Genève. Un dispositif en place. Un pays qui retient son souffle sans savoir exactement pourquoi, parce qu'on ne lui a rien dit. Parce qu'on ne lui dit jamais rien. Retenons les points essentiels. Selon plusieurs sources convergentes et le lanceur d'alerte Paul Chouta, Paul Biya aurait subi un malaise grave lors de la fête nationale du 20 mai 2026. Depuis, son état ne se serait pas amélioré. Un départ vers une clinique suisse serait organisé ce dimanche dans la plus grande discrétion, après plusieurs tentatives avortées dues à la peur d'un coup d'État. Et derrière ce départ, c'est toute une architecture de pouvoir, construite sur la personnalisation extrême et l'opacité totale, qui se retrouve soudainement exposée à sa propre fragilité. Il n'y a aucune satisfaction légitime à trouver dans la souffrance d'un homme. Quel qu'il soit. Mais il y a une question politique fondamentale, que tout citoyen a le droit et même le devoir de poser. Cette question, la voici, pendant 43 ans, le Cameroun a existé dans un système qui a fait de l'absence de transition, de l'absence de succession préparée, de l'absence de débat institutionnel sur l'avenir, une caractéristique centrale de sa gouvernance. Est-ce que le pays est prêt pour ce qui vient? Pas pour la mort d'un homme, personne ne souhaite ça. Mais pour lui-même. Pour son propre destin. Pour décider, collectivement, de ce qu'il veut être. Paul Chouta conclut son communiqué par une phrase lapidaire, « Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir ». Cette phrase, dans toute sa brutalité simple, dit une vérité que personne ne peut contester. Les matins arrivent. Les soirs aussi. Et entre les deux, il y a ce moment suspendu, ce moment que nous vivons peut-être en ce moment même où un peuple peut choisir d'être acteur de son histoire. Ou spectateur de sa propre dérive. Alors voici la question que nous vous posons directement, à vous qui nous regardez. Est-ce que le Cameroun est prêt pour l'après-Biya? Et si oui, que faudrait-il, concrètement, pour qu'il le soit vraiment? Dites-le nous dans les commentaires. Votre avis compte. Likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Partagez-la avec ceux qui veulent comprendre. Et abonnez-vous, parce que ce qui se passe en ce moment au Cameroun, on va continuer à vous en parler. Sans détour. Sans complaisance. Jusqu'à la prochaine fois.